L'Afrique est victime du terrorisme de manière constante depuis au moins 600 ans. Parce que ceux qui sont venus capturer les Africains pour les réduire en esclavage ont utilisé la violence, pour l'essentiel, pour les capturer. La traite négrière fut un acte terroriste. Car, en fait, le négrier utilisait la terreur comme moyen d'accumulation de ce qu'ils ont appelé abusivement le bois d'ébène. Et cette terreur du négrier, qui s'est emparée de l'homme et de la femme noire sur toute la surface de la terre, pour les réduire en esclavage, sur la base d'un critère arbitraire, cette terreur a même été juridicisée. Les négriers sont allés jusqu'à écrire des codes juridiques ayant pour but de mouler dans le marbre de la loi l'infériorité imaginaire, mais proclamée à coups de fouet, de hache, à coups de fusil, à coups de canon, l'infériorité proclamée des personnes noires. L'un des ministres des Finances les plus célèbres de la France, un certain M. Colbert, s'est fait un grand nom en écrivant le Code noir, dans lequel il décréta que les personnes de couleur noire étaient toutes des biens, au même titre que les autres, des biens meubles, c'est-à-dire des biens qui bougent. Un peu comme un cheval, un peu comme une voiture, une charrette ou une calèche. La traite négrière fut une immense opération terroriste contre l'Afrique. Mais quel était le but? Il s'agissait de s'approprier la main-d'œuvre africaine réputée vigoureuse. Par opposition à la main-d'œuvre indienne, qui était réputée instable, moins vigoureuse, la main-d'œuvre africaine était reconnue puissante. Et c'est le sang, la sueur et les larmes des Africains qui ont bâti les plantations, les mines, qui devaient faire la puissance américaine. Il y a un très beau texte musical de Francis Cabrel qui raconte cela. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un texte très émouvant. Francis Cabrel, c'est eux qui l'ont fait. Alors, je ne vais pas mettre la musique parce que je n'ai pas de droit là-dessus. Mais le texte est extrêmement puissant. Et je voudrais saluer l'artiste français Francis Cabrel. Ce texte-là, il s'appelle 100 ans, 100 ans de plus. 100 ans dans la peau de l'esclave, et juste après 100 ans de plus. Chercher des miettes sous les tables, avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches, chanter seulement le dimanche. Oh, tu vois la femme noire, dans le rôle de la bonne, avec tout à côté, tout tordu son bonhomme. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait Son House et Charlie Patton, Howlin' Wolf et Blind Lennon. Bien rouge, le sang de l'Afrique, sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie welcome, bateau déportant les villages au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire pour des années-lumière, chaque larme d'ivoire et chaque collier de fer, après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait. Eux qui ont fait Son House et Charlie Patton, Howlin' Wolf et Blind Lemon. Toujours plaire aux marchands de fantômes, eux qui ont fait. Elle qu'on achète et lui que l'on donne, eux qui ont fait. Naître avec la peine maximum, eux qui ont fait. Toujours vivant dans ce que nous sommes, eux qui ont fait. Cherche peuple interdit du reste des hommes, eux qui ont fait. Cherchant le bleu de l'ancien royaume, eux qui ont fait. C'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne. Eux qui ont fait Son House et Charlie Patton, Blind Blake et Willie Dixon, Ma Rainey et Robert Johnson, Howlin' Wolf et Blind Lemon. Son House et Charlie Patton. Hommage à Francis Cabrel, l'un des rares grands chanteurs français à avoir compris la terreur subie par le peuple noir à l'occasion de l'abominable traite négrière. Mais ceux qui perpétrèrent cette terreur n'y renoncèrent point, puisqu'ils décidèrent cette fois-ci de la faire subir aux Africains sur leur propre continent. C'est cela qu'on appelle la colonisation. La colonisation, c'est la traite des Noirs en Afrique, par les mêmes puissances qui ont déporté les Noirs en Europe, déporté les Noirs en Amérique, pour les réduire en esclavage. Mais sur quoi comptait le colon? Le colon comptait essentiellement sur sa violence. Il comptait tout naturellement sur l'instrumentalisation des Africains entretenus dans l'ignorance, dans la ruse, des Africains décérébrés pour l'accompagner dans l'asservissement de leurs congénères, de leurs semblables.
Sur quoi comptait le colon? La colonisation, c'est la domination par la terreur. C'est la domination par le mensonge. Genre, vos ancêtres étaient des Gaulois. C'est quoi la colonisation? C'est la domination par la ruse. C'est faire signer des protectorats, soi-disant pour protéger les peuples africains, lesquels protectorats s'avèrent en réalité des prises en otage. La colonisation, c'est le terrorisme. Les colons sont des terroristes. Écrivez ça. Parce que je vois des gens qui ont du mal à appeler un chat dans cette affaire. Un négrier est un terroriste. C'est quelqu'un qui soumet un homme, parce qu'il est noir, à travailler pour lui, par peur de se faire tuer. Qu'est-ce que c'est qu'un colon? C'est un terroriste. Et un colon en Afrique, c'est un terroriste anti-africain. C'est quelqu'un qui soumet des peuples africains entiers par la force de la baïonnette, du cheval de guerre, du canon, du mensonge, de la ruse et, bien sûr, de la violence. La violence la plus abjecte. Je vous rappelle que pour intimider les Africains, il leur fallait couper des têtes et les mettre sur des piquets avec lesquels ils se promenaient de village en village et de ville en ville. Ces soi-disant chrétiens qui se comportaient en réalité comme des crétins. Rien à voir avec leur profession de foi. Ils se promenaient dans le pays d'autrui avec les têtes des habitants du pays qu'ils avaient coupées et qu'ils montraient aux autres en leur disant « Si vous vous révoltez, voici ce qui vous arrivera. » Écrivez ceci sous cette conférence. Toutes les puissances coloniales sont des puissances terroristes. Toutes les puissances négrières sont des puissances terroristes. Car pour que la domination négrière soit possible, il a fallu en permanence un régime de terreur. Pour que la pénétration, la domination et même la durée de la colonisation soit possible, il a fallu en permanence un régime de terreur. Est-ce que c'est clair? Que quelqu'un ne vienne pas vous donner l'impression que le terrorisme est né au XXIe siècle avec l'attaque de la Libye ou avec la naissance d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Non, le terrorisme subi par l'Afrique de la part des puissances étrangères est un phénomène multicentenaire. On peut même dire multimillénaire. Si on remonte alors au saccage de la grande civilisation négro-égyptienne. Donc, refuser tout débat dans lequel on ne veut pas reconnaître la terreur du négrier, la terreur du colon sur le colonisé. Et c'est même cette terreur qui a été reconduite à travers le système mafieux de la pseudo-décolonisation. Car en fait, quand le colon, dans le cas d'espèce, quand le colon français dit « je m'en vais » et qu'il laisse des camps militaires dans la capitale, à quoi servent les camps militaires français dans les capitales africaines? Si ce n'est à terroriser les dirigeants africains et les peuples. Je pose cette question. À quoi servent les camps militaires de l'OTAN en Afrique, si ce n'est terroriser les dirigeants africains et les peuples africains, afin qu'ils exécutent les 4 volontés des puissances de l'OTAN? Quelqu'un te dit que tu es indépendant, mais il maintient une base militaire dans ta capitale. Il maintient ses conseillers militaires à l'intérieur de ton palais présidentiel. Il maintient ses officiers, ses caméras, il maintient ses appareils d'écoute dans ta capitale. Il capte toutes les communications dans ta capitale. Cette personne-là, quelle est la méthode qu'elle utilise pour te maintenir en relation et en soumission à elle? La méthode est très simple, c'est la terreur. Et c'est cette méthode qu'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être incessamment dégagé, c'est cette méthode qu'il a rappelée à Alpha Condé. Lors d'une conférence de presse, Alpha Condé disait qu'il faut couper le cordon ombilical avec la puissance néocolonialiste. Il faut que les relations de paternalisme, de condescendance, qu'elles s'arrêtent. Alassane Ouattara de rappeler immédiatement à Alpha Condé la règle de la terreur. Vous savez ce qu'Alassane Ouattara a dit à Alpha Condé? Alpha, fais attention, on t'entend jusqu'à Paris. On t'écoute jusqu'à Paris. Et là, vous comprenez donc la pseudo-décolonisation. La pseudo-décolonisation, c'est on prétend que vous êtes indépendant, mais on vous laisse sous haute surveillance militaire. On prétend que vous êtes indépendant, mais on laisse un poste douanier pour ramasser la majorité de vos richesses à travers une monnaie qui est une filouterie absolue, le franc CFA. On fabrique du papier vide et vous donnez en échange vos richesses. C'est la terreur économique. Et c'est ce que l'immense Tchundjan Pouemi, qui a d'ailleurs été tué pour cela, a appelé la répression monétaire. Lisez son livre, qui est la Bible de la décapitation conceptuelle du franc CFA. La déconstruction totale du franc CFA a lieu dans le livre de 1984 du professeur Joseph Tchundjan Pouemi. Monnaie, servitude et liberté. Il est quelque part là. C'est l'un des livres les plus lus de mon adolescence. J'avais fait une licence de philosophie, option économie, spécialité histoire de la philosophie. Et mon maître en histoire de l'économie politique africaine
C'est Chunjan Pumi que je n'ai pas connu. Il était mort en 1986, 85 par là, il avait déjà été tué. Mais Chunjan a laissé un grand livre. C'est Monnaie, servitude et liberté. Tout Africain peut apprendre tout le mal que représente le franc CFA. Rien qu'avec ce livre. J'ai passé des heures entières à étudier ce livre. Dans mes années de licence à Yaoundé, entre 1991, 90, 93, mais je crois que j'ai eu le livre vers 92. Et j'ai passé des mois entiers. Parce qu'il faut une certaine culture mathématique, il faut une certaine culture économétrique pour comprendre une partie du raisonnement de Chunjan. Chunjan était spécialiste de l'économie mathématique, des mathématiques appliquées à l'économie, qu'on appelle l'économétrie. Mais enfin, dans le livre, il procède à une démonstration que personne n'a pu démontrer le contraire. Le franc CFA, c'est un outil de répression monétaire. Donc les néocolons laissent le franc CFA. C'est quoi le franc CFA? C'est la terreur financière. Et cette terreur s'abat régulièrement sur les Africains depuis 1945 sous la forme de la dévaluation. Écrivez. C'est quoi la dévaluation? C'est la terreur financière. C'est la terreur financière. Du jour au lendemain, il s'asseye à Paris, il décrète que l'argent des Africains vaut 2 fois moins que le leur. L'argent des Africains valait 1 fois moins que le leur. Il décrète tout d'un coup que ça vaut 2 fois moins que le leur. Et moi, j'ai étudié l'histoire de cette monnaie CFA. Est-ce que vous savez que quand les colons français étaient encore en Afrique, le CFA était supérieur, le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est ça le nom de cette monnaie. Il était supérieur au franc français. Est-ce que vous savez que le franc des colonies françaises d'Afrique était supérieur au franc français à l'origine? Le franc français était dévalué par rapport au franc CFA. Pourquoi? Parce que les colons étaient encore en Afrique et que ce sont eux qui ramassaient les richesses qu'ils vendaient à la métropole. Ils avaient ce pouvoir d'influence et ils avaient aidé De Gaulle, pour beaucoup d'entre eux, à constituer l'armée de libération par les mobilisations des Africains des colonies. Et donc, au départ, le franc CFA est une monnaie qui est supérieure au franc français. Mais parce que les colons français sont encore des habitants, pour l'essentiel, de l'Afrique. Dès qu'ils rentrent se fixer en métropole, on inverse progressivement la valeur du CFA. On inverse jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, dans une situation où, si le franc français existait encore, un franc français, à quoi il serait égal maintenant en CFA? 1 euro est égal à 650 francs CFA. 1 euro est égal à 650 francs CFA. C'est juste incroyable. Bon, alors, donc, c'est quoi le franc CFA? Écrivez. Le franc CFA, c'est du terrorisme économique. C'est du terrorisme économique. Tu mets en place une monnaie qui fait que les autres s'appauvrissent en permanence et toi, tu t'enrichis en permanence. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de terreur. Pourquoi les dirigeants africains n'ont-ils pas dénoncé le franc CFA en masse? Pourquoi n'ont-ils pas fait comme le président Sékou Touré? Le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, nous a répondu clairement. Il dit, dans les années 80, on avait peur de dire ça. Celui qui disait ça dans les années 80-90, il sait qu'on allait chercher à le tuer. Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Les seuls pays africains qui disent qu'ils veulent sortir du CFA, est-ce que vous ne voyez pas qu'on cherche à les tuer? Le Mali, le Burkina, le Niger, vous ne voyez pas qu'on cherche à les tuer? N'a-t-on pas voulu organiser une guerre express contre eux? N'a-t-on pas voulu les détruire comme on a détruit la Libye? Pour empêcher que ces pays se coalisent en confédération, créer une monnaie indépendante du CFA. Ne voyez-vous pas tout ce qui est fait pour tuer ces pays? Le président Gbagbo dit, dans les années 80, il a dû écrire un article sous pseudonyme pour dénoncer le franc CFA. Et on comprend que Chunjan Pwemi a été tué à cette période-là, parce que lui l'a écrit en son nom propre. On l'a retrouvé mort à Douala, après la sortie de ses travaux sur le franc CFA, le professeur Chunjan Pwemi, l'un des plus grands économistes que l'Afrique ait jamais porté. Le président Gbagbo dit, dans les années 80, si tu voulais dénoncer le franc CFA, il fallait utiliser un pseudonyme en espérant que le journaliste ne te trahisse pas. En espérant que la rédaction, approchée par les renseignements généraux, ne dise pas, derrière le pseudo tant, c'est Franklin Yamsi qui est derrière. Derrière tel pseudo, c'est Laurent Gbagbo qui est derrière. Le président Gbagbo a écrit sous pseudo pour dénoncer le CFA. Et essayer de vivre un peu longtemps. Donc, vous devez noter que le franc CFA, c'est du terrorisme économique. C'est la continuité de la traite négrière, c'est la continuité de la barbarie coloniale, c'est du néocolonialisme, c'est du terrorisme. Ils ne veulent pas entendre ça, mais maintenant le monde entier le sait. Pourquoi les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, pourquoi tous ces pays-là n'ont pas encore quitté le CFA? L'une des raisons les plus importantes, c'est qu'ils ont peur. Les dirigeants de ces pays ont peur d'être punis par l'ancienne puissance coloniale. Ils ont peur que l'ancienne puissance coloniale utilise les moyens de proximité qu'elle a pour les renverser et les humilier. Le président Gbagbo nous a dit,
On savait que si on dit ça, on aura des problèmes. Vous voyez? Maintenant, allons plus loin. Mais cette affaire de se mêler, d'imposer à la tête des pays africains des gens qui n'ont pas été élus, d'imposer à la tête des pays africains des gens qui ne représentent pas les aspirations profondes de leur peuple, d'organiser 60 à 100 coups d'État pour imposer des roitelets, des valets, des vassaux à la tête des pays africains. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Les coups d'État qui ont été organisés par la mafia de la France-Afrique des années 60 jusqu'à nos jours sont des actes de terreur. N'est-ce pas que les dirigeants africains ont trouvé la mort dans cette affaire? Des civils africains n'ont-ils pas trouvé la mort dans cette affaire? Les coups d'État organisés contre l'intérêt des peuples sont des actes de terreur. À ne pas confondre avec les coups d'État révolutionnaires qui sont faits dans l'intérêt du peuple. Comme le coup d'État de De Gaulle contre Pétain. C'était un coup d'État révolutionnaire. Il l'a fait dans l'intérêt du peuple français. Ceux qui viennent donner des leçons de morale au président Goïta, au président Tiani, au président Traoré devraient se souvenir qu'eux, ils ont fait des coups d'État révolutionnaires. Pour leur peuple, ils agissent comme De Gaulle a agi pour le peuple français. Ça n'a rien à voir avec les coups d'État des valets de la France-Afrique qui tripatouillent les constitutions, fraudent aux élections, massacrent leur population, appauvrissent leur population, volent l'argent public qu'ils viennent cacher dans les comptes bancaires à l'étranger, uniquement pour être président coquille vide. Ça n'a rien à voir avec leur coup d'État. Il y a deux sortes de coups d'État en Afrique. Les coups d'État populaires, révolutionnaires, panafricanistes, et les coups d'État impopulaires, anti-révolutionnaires, réactionnaires, néocolonialistes. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils sont comme les moutons du proverbe d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on dit les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Et on doit aussi dire que les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a coup d'État et coup d'État pour celui qui a une observation politique à viser. Bon, c'est du terrorisme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010-2011, après qu'on ait tenté d'enfermer les Africains dans une démocratie frelatée, qui n'était rien d'autre en fait que l'exacerbation du tribalisme, à travers l'identification entre le parti politique et la tribu, dans le but de diviser davantage l'Afrique et de la soumettre à une série de dévaluations criminelles, on s'est rendu compte que les Africains, malgré tout, survivaient à la grande manipulation des années 90. Le pseudo-multipartisme, le pseudo-pluralisme, la pseudo-démocratie, les plans creux d'ajustement structurel qui n'étaient que des plans de pillage structurel. Comme les Africains commençaient à survivre à tout cela, et quand certains Kadhafi se levaient au nord de l'Afrique pour élaborer une monnaie avec des réserves d'or suffisantes, une monnaie qui allait mettre fin, comme l'ont révélé les emails de Mme Clinton, mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA, la coalition occidentale de l'OTAN s'est réunie et a décidé de tuer Kadhafi et de détruire la Libye. Elle a mené cette opération en bonne entente avec deux organisations terroristes créées par ses renseignements généraux, Al-Qaïda et l'État islamique. C'est l'OTAN, en association avec les organisations terroristes, qui a détruit la Libye. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye. L'attaque de la Libye est donc une action qui a été menée en continuité avec toutes les attaques terroristes que l'Afrique a subies, notamment depuis la traite négrière. Je voudrais que les Africaines et les Africains qui m'écoutent, et nos amis à travers le monde, comprennent que les Africains ont parfaitement conscience que le terrorisme n'est pas né au XXIe siècle. Le terrorisme n'a pas commencé avec ce qu'on a appelé abusivement les djihadistes. Non, le terrorisme pour nous, Africains, est un phénomène de très longue échelle, d'échelle multiséculaire. Et il y a trois grandes séquences, on va dire 4 grandes séquences terroristes que les Africains ont connues. La séquence de la traite négrière, la séquence de la barbarie, des génocides coloniaux, la séquence de la barbarie néocoloniale et impérialiste. Et aujourd'hui, nous connaissons la séquence de la tentative de recolonisation, la tentative de réoccupation militaire, la tentative d'inféodation supplémentaire de l'Afrique au XXIe siècle, à travers la stratégie otanienne d'expansion vers l'Atlantique Sud. Vous comprenez? Donc, refusez qu'on vous impose l'idée que le terrorisme serait un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Que le terrorisme que l'Afrique subit de la part d'Al-Qaïda, de l'État islamique, et de leurs sponsors, c'est-à-dire des grandes puissances otaniennes qui les ont fait venir en Afrique. Ce terrorisme-là, il faut le connecter au terrorisme néocolonial, au terrorisme colonial et au terrorisme négrier. Quand tout ça est uni en bloc, nous sommes invincibles au débat. Ils s'ingénieront toujours, bien sûr, à dire que les Africains ne doivent pas utiliser pour leur cas les mots génocide. Ils doivent être réservés à certains groupuscules parmi eux. Ils s'ingénieront, bien sûr, à dire que le mot terrorisme ne doit s'appliquer qu'aux groupes d'apparence musulmane qui ensanglantent l'Afrique, le Sahel et le monde. Ils essaieront de nous vendre leur concept frelaté. Ça, c'est leur narratif. Nous refusons ce narratif
parce que nous avons les preuves qu'il est faux. L'expérience africaine, d'un point de vue strictement phénoménologique, c'est-à-dire la manière dont l'Afrique a vécu son rapport à l'Orient et à l'Occident, c'est que l'Orient et l'Occident, depuis au moins 600 ans, se sont imposés en Afrique par la violence, par la barbarie, par le mensonge et la ruse. Voilà la crête dominante de la relation. Et c'est une description. Il ne s'agit pas d'une insulte. C'est une description phénoménologique de la relation africano-occidentale et de la relation africano-orientale. C'est une relation essentiellement violente, en défaveur la plupart du temps des Africains, et au profit la plupart du temps des Occidentaux et des Orientaux. Et l'Afrique est aujourd'hui en devoir de redresser 600 ans d'asymétrie, de déséquilibre, du rapport à l'Occident et du rapport à l'Orient. L'Afrique s'efforce de remettre la balance sur l'établi de l'égalité. L'Afrique s'efforce de remettre la planète d'équerre, car nous sommes tous les créatures du même Créateur. Nous sommes tous issus de la nature, et nul n'est venu ici accompagner les autres. Nous sommes tous légitimes pour être ici-bas, ici et maintenant. Donc, la terreur subie par l'Afrique est une terreur longue. Et par conséquent, l'attaque qui a été menée contre le Sahel, qui déborde maintenant sur le golfe de Guinée, avec des pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Bénin, qui sont attaqués, même la Côte d'Ivoire attaquée, le Ghana attaqué. Cette attaque, nous la concevons comme la continuité de la perception occidentale et orientale de l'Afrique, comme étant une vache à lait, destinée à être pillée en permanence, exploitée en permanence, et en contrepartie seulement assistée, avec une pitié qui elle-même est une insulte. C'est cette conception de l'Afrique que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a décidé de briser. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'expliquais? J'expliquais quelque chose que j'ai appelé la corrélation mystérieuse. Je dis que d'un côté, il y a l'agression terroriste. Et puis de l'autre côté, il y a les nationalisations. Donc je parle maintenant des nationalisations. Les nationalisations sont des actions par lesquelles des autorités d'un pays se réapproprient le patrimoine économique, culturel, symbolique, spirituel, le patrimoine politique du pays et le restituent au peuple. Nationaliser, c'est rendre au peuple des richesses qu'il n'aurait pas dû céder à l'étranger. Donc l'acte de nationalisation est dans le domaine de la politique économique l'acte de souveraineté par excellence. Mais si vous avez bien compris le but du terrorisme, le terrorisme a pour finalité l'expropriation, alors que la nationalisation a pour finalité la réappropriation. Je recommence. Les terroristes négriers, les terroristes colons, les terroristes néocolons, les terroristes impérialistes, tous les terroristes sont des voleurs. Ils viennent exproprier les Africains. Or, c'est quoi la nationalisation? La nationalisation, c'est le contraire de l'expropriation. C'est la réappropriation. Nationaliser, c'est reprendre ce qui est à nous. Parce que cela n'aurait jamais dû cesser d'être à nous. Alors, vous allez constater ce que j'appelle la corrélation mystérieuse. C'est-à-dire que dans tout pays où les dirigeants et les peuples se sont entendus pour récupérer ce qui est à eux, les terroristes augmentent nécessairement la pression des agressions. Car en fait, le terrorisme a pour but l'expropriation, alors que la nationalisation a pour but la réappropriation. Il y a donc une contradiction dialectique. C'est une contradiction violente, apocalyptique. C'est une contradiction mortelle entre le terrorisme et la nationalisation économique. Les politiques de nationalisation sont ceux contre quoi les terroristes attaquent. On a attaqué Kadhafi, pourquoi? Parce qu'il voulait nationaliser la monnaie africaine. Il voulait bâtir une monnaie africaine qui appartiendrait exclusivement aux nations africaines. C'est pour ça qu'on l'a tué. Et on l'a exproprié. L'OTAN s'est comportée en Libye comme les barbares négriers, les barbares coloniaux se sont toujours comportés. Ils ont volé. Je veux que tout le monde comprenne bien que là où il y a nationalisation, il ne peut pas y avoir expropriation. Vous entendez bien? Ex. C'est-à-dire que ça va dehors. Ex. Expulsé. Ex en latin. C'est un préfixe qui renvoie à tout ce qui sort. N'est-ce pas? Les terroristes négriers, les terroristes coloniaux, les terroristes néocoloniaux sont tous des voleurs. En Libye, ils ont volé. Ils ont volé. Ils ont volé d'une manière vulgaire. Ils sont allés dans les soutes de la Libye. Ils ont volé toutes les armes de Kadhafi. Ils sont allés, ils ont mis la main sur les réserves d'or de Kadhafi. Les tonnes d'or de Kadhafi. Ils les ont volées. Ils les ont volées. Ils en avaient même dans les godasses. Chacun s'est servi. Ils ont volé.
Les réserves financières que la Libye, sous Kadhafi, avait accumulées dans leurs banques, ils les ont volées. Donc, je vous invite à écrire la phrase suivante. Les négriers, les terroristes négriers sont des voleurs. Les terroristes colons sont des voleurs. Les terroristes néocolons sont des voleurs. Les terroristes impérialistes sont des voleurs. Tous sont des voleurs. Mais ce sont des voleurs criminels. Ce sont des voleurs à main armée. Et on les appelle donc idéalement des pilleurs, des rasieurs. Ce sont des semeurs de razzia. Ils ont un comportement typiquement démoniaque. Ce sont des démons à chair humaine. Ils n'ont aucune espèce de pudeur. Ils oublient Jésus, Marie, Joseph. Ils oublient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand ils voient l'or. Parce que ce sont des adorateurs du veau d'or. Ils oublient le nom de leur père et de leur mère quand il faut piller. Et c'est ainsi qu'on les connaît sur la terre. C'est comme ça qu'on les connaît. C'est-à-dire que les gens veulent nous imposer l'idée que le terrorisme est un phénomène nouveau. Il n'est pas nouveau. C'est peut-être la compréhension parfaite de ce phénomène qui est nouvelle. Mais le terrorisme n'est pas nouveau. L'Afrique, c'est plus de 600 ans de terrorisme. Donc, il y a un conflit entre la nationalisation, d'un côté, et de l'autre côté, la réappropriation. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se réapproprient. Alors que l'OTAN et ses suppôts, Al-Qaïda et l'État islamique, sont là pour exproprier. La France-Afrique est là pour nous exproprier. La preuve, dès que vous les critiquez, ces dictateurs de la France-Afrique, que ce soit le dictateur central de la France-Afrique, M. Macron, ou ses alliés, dès que vous les critiquez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous exproprient. Vous voyez bien comment ils me traitent ici. Parce que j'écris des livres, je donne des conférences pour dénoncer l'abus dont l'Afrique est victime depuis plus de 600 ans. Leur ambition à eux, c'est de me dépouiller. Il faut que je n'ai rien. Il faut que je n'ai rien. Il faut le chasser de son travail. Il faut lui fermer ses comptes bancaires. C'est comme ça qu'ils se sont comportés avec nos ancêtres. Ce sont des pilleurs. Ils viennent voler ce qui ne leur appartient pas. Ils arrachent. Ce sont des expropriateurs. Ils ne respectent aucun des codes spirituels des religions de la terre. Ils ne respectent ni la Maat africaine, texte plus ancien que les 10 commandements de Moïse, qui n'en sont qu'une pâle copie d'une partie. Ils ne respectent pas les 10 commandements de Moïse. L'un des commandements de Moïse dit « Tu ne voleras point ». Eux, les plus grands voleurs de la terre, ils cherchent à accuser les Africains qui les critiquent de vol. Je vous donne toujours mon exemple. Ils me privent de 3 mois de salaire. Les Africains se mobilisent pour m'aider. Ensuite, ils viennent m'accuser d'avoir volé l'aide que les Africains m'ont donnée. Voilà ces gens-là. Quand je vous dis que ce sont des démons, c'est quelque chose que je vérifie. Je vérifie ça concrètement, je vérifie ça d'une manière incontestable. Ce sont des démons à chair humaine. C'est quelqu'un qui peut venir te dire que, mais quand il avait encore son cerveau, un certain docteur Doumbia Major a parlé d'Alassane Ouattara d'une manière très éclairante. Il dit Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, c'est un voleur qui vient, il t'arrache ta montre. Ensuite, il te donne l'heure et il te demande de lui dire merci. Quand Doumbia Major avait encore son cerveau, c'est ce qu'il avait dit. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui vient en voleur, il t'arrache ta montre. Ensuite, il te donne l'heure. Et il te demande de lui dire merci. Les négriers, c'est exactement ça. Les colons, c'est ça. Les néocolons, les impérialistes, c'est ça. Les dictateurs africains, européens, c'est ça. Occidentaux, c'est ça. Ce sont essentiellement des menteurs et des voleurs. Voilà la vérité. Et comme ils sont menteurs et voleurs, ils éprouvent le besoin de salir tous ceux qui les contestent, en leur prêtant leurs propres défauts. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont lancé des politiques de réappropriation de leur patrimoine national. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 1960, et notamment à partir des années 90? À travers la dévaluation, à travers le FMI et la Banque mondiale, qu'est-ce qui est arrivé aux Africains? Les Africains ont été expropriés. Vous vous souvenez de la manière dont on a exproprié les Africains? Il y a un mot de l'économie politique que vous connaissez, mais peut-être qui n'a pas été assez médité, c'est le mot privatisation. Toutes les années 90, des pans entiers des économies africaines ont été privatisés. C'est-à-dire qu'on a pris des biens publics et on les a donnés à des particuliers. À des prix modiques, on a bradé des pans entiers des économies africaines. Et des particuliers les ont achetés pour les fructifier à leur propre compte. La chose la plus incongrue avec les privatisations, c'est que, selon la théorie économique ultralibérale, la privatisation a lieu lorsque l'entreprise publique n'est pas rentable. Lorsque l'entreprise publique
eh bien, a des problèmes de fonctionnement liés au statut de fonctionnaire, de cadre public, de ceux qui y travaillent. Mais qu'est-ce qu'on a observé en Afrique? Sous couvert d'efficacité, ont été privatisés des pans entiers des entreprises publiques africaines qui fonctionnaient très bien. On en a profité pour voler aux peuples africains leurs économies publiques. La privatisation, c'est une vaste opération d'expropriation, comparable à l'opération coloniale, comparable à l'opération négrière. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait partie 3-4 générations d'Africains dans leurs universités et leur ont délivré des diplômes de licence, des diplômes de maîtrise, des diplômes de doctorat, à l'occasion desquels ils leur ont mis dans le crâne leur doctrine économique, selon laquelle la privatisation d'un bien public n'est pas une expropriation. Pour avoir une bonne note sur 20, l'étudiant en économie, en sciences politiques des années 90, à qui on demandait quels sont les avantages et les inconvénients des privatisations, n'avait pas intérêt à présenter les privatisations africaines, par exemple, comme de vastes opérations de vol. Un étudiant qui démontrait cela dans sa copie avait 0. Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que même le système des diplômes a été conçu de telle façon que l'Africain soit forcé à penser contre son intérêt. Donc, cette idéologie capitaliste, occidentale, qui avait été incarnée par la traite négrière, première accumulation capitaliste occidentale, incarnée par la colonisation, deuxième grande accumulation capitaliste, la néocolonisation, troisième grande accumulation, et les programmes d'ajustement structurel, les privatisations, les dévaluations des années 90. Mais c'est la même terreur qui se poursuivait. Mais cette fois-ci, on avait formé les Africains à utiliser le même langage que ceux qui les pillent. Dans les années 90, nous tous, on se sentait très intelligents quand, après avoir critiqué toutes les formes de système politique, on promouvait la démocratie comme étant la forme suprême. Mais nous avons été formés dans des universités où la démocratie était présentée comme l'idéal politique de toute l'humanité. L'humanité était en marche vers ce truc-là. Toute l'humanité marchait vers la démocratie. Le capitalisme néolibéral a été présenté comme la meilleure forme d'organisation de l'économie. Et celui qui allait faire ses études d'économie à l'université, bien souvent donc dans les universités occidentales ou les universités de pays sous influence occidentale, savait qu'il fallait essentiellement penser en termes d'augmentation de profit. Que le but de l'économie, c'était la croissance, et que la croissance permettait d'augmenter la productivité. Celui qui osait écrire dans ses dissertations qu'il y avait quelque chose d'absurde dans un système économique qui a pour but la productivité, parce que la productivité n'a pas de fin, elle n'a pas de limite. Alors que les richesses de la planète, elles sont finies, elles sont limitées. Si vous écriviez ça dans les années 90, on ne vous donnait pas votre diplôme. On ne vous donnait pas, on disait que vous n'avez rien compris à l'économie. Il faut de la croissance en permanence. C'est-à-dire qu'il faut épuiser l'appareil de production et l'homme. Il faut les vider de tout. Et c'est cela qu'on nous a mis dans le crâne. Et beaucoup ont grandi avec cela et se vantent. Ils marchent avec une certaine grandiloquence, bardés de leurs diplômes, mais sans avoir questionné les paradigmes, les concepts qu'on leur a inculqués ces dernières décennies. Oui, il y a un tout petit essai de sociologie économique qui avait troublé les esprits à la fin des années 80, début 90. Il avait été écrit par une dame, j'espère qu'elle est toujours vivante, je la salue. Un tout petit essai que nous lûmes autrefois à Yaoundé. Il était écrit par Madame Axel Kabou. Il était intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Je vous dis que la simple question que cette femme-là a posée, mais dis donc, la levée de boucliers qu'il y avait dans le continent africain tout entier criait, grondait cette femme-là. Pour qui vous vous prenez? Hein? On a besoin de développement. Axel Kabou dit « Et si l'Afrique refusait ?» Parce que le concept de développement, en effet, est enraciné dans l'idée d'une productivité permanente. Il faut toujours produire plus, il faut toujours travailler plus. Mais pourquoi? Pourquoi dois-je en permanence produire plus? Je peux mieux produire moins et mieux vivre. Donc Axel Kabou se demandait s'il n'y avait pas dans les normes de la civilisation africaine, dans les valeurs de la civilisation africaine, des choses qui font que les Africains ne peuvent pas accepter ce concept de développement issu justement du productivisme capitaliste ou même socialiste occidental. Pourquoi l'économie néolibérale, ultralibérale, les Africains avaient du mal à la considérer comme le référentiel? Pourquoi les réseaux de solidarité africaine résistaient encore contre le pouvoir de la banque, du taux d'intérêt et de la spéculation? Pourquoi les Africains s'entraident-ils alors que l'un est riche et que l'autre est pauvre et qu'il peut abandonner l'autre? Pourquoi Axel Kabou, dans ce tout petit livre, se demandait si l'Afrique n'était pas en résistance avec le développement. Elle-même, en le demandant, procédait à une critique de l'Afrique.
en estimant que bon, les Africains devraient changer pour être à la hauteur du développement. Parce qu'elle-même pensait encore que ben, le concept de développement pouvait être mieux appréhendé par les Africains pour qu'ils rejoignent les autres peuples du monde. Donc, en fait, très peu d'intellectuels, malgré tout, dans les années 90, étaient capables de questionner les concepts économiques dominants, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, avec du recul, privatisation, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est expropriation. Nationalisation, c'est réappropriation. Et par conséquent, ça retombe dans le domaine public. Bon, le Mali et le Burkina Faso et le Niger ont compris cela, que la clé de toute économie, c'est la souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain, vous n'avez pas d'économie. Vous êtes une succursale des intérêts des autres. J'ai cherché pour vous quelques informations. J'ai cherché pour vous quelques informations. J'ai cherché pour vous quelques informations que j'aimerais partager avec vous. Maintenant. Une première information, c'est, je vais vous lire une liste d'une vingtaine de pays. Les 20 premiers pays détenteurs de réserves d'or. Les réserves d'or. Attention, les réserves d'or, ce n'est pas l'or à l'état brut dans la terre. Mais les réserves d'or, c'est l'or extrait, au moins transformé en lingots et stocké dans des coffres forts. D'accord? Je vous donne la liste qu'on avait en 2022. La liste la plus proche que j'ai rapidement trouvée, c'est celle de 2022. Premier pays en réserve d'or, les États-Unis. Ils possèdent en 2022 8133 tonnes d'or. Deuxième pays en réserve d'or du monde, hein, l'Allemagne. L'Allemagne possède en 2022 3352 tonnes d'or. Troisième pays en réserve d'or, hein, l'Italie. Elle possède 2452 tonnes d'or en 2022. Quatrième pays en réserve d'or, la France. Elle possède 2437 tonnes d'or en 2022. Voilà, après la France qui vient, la Russie. La Russie est le cinquième pays, avec 2336 tonnes d'or. Après la Russie vient la Chine, avec 2264 tonnes d'or. Après la Chine, la Suisse, 1040 tonnes d'or. Le Japon, 846 tonnes d'or. L'Inde, 841 tonnes d'or. Les Pays-Bas, 612 tonnes d'or. La Turquie, 585 tonnes d'or. La zone euro, en général, en dehors de la France, 507 tonnes d'or. Le Taïwan, 422 tonnes d'or. Le Portugal, 383 tonnes d'or. La Pologne, 377 tonnes d'or. L'Ouzbékistan, 365 tonnes d'or. L'Arabie Saoudite, 323 tonnes d'or. Le Royaume-Uni, 310 tonnes d'or. Le Kazakhstan, 299. J'ai cité presque 20 pays. Il n'y a pas un seul pays africain. Parmi les meilleures réserves de tonnes d'or, il n'y a pas un seul pays africain parmi les 20 premiers pays. Vous avez noté les pays? Les États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont le plus grand nombre de mines d'or sur la Terre actuellement? Réponse non. Deuxième pays détenteur de réserves d'or, l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne a des mines d'or? Est-ce que dans le territoire allemand, il y a des mines d'or? Réponse non. L'Allemagne n'a pas de mines d'or sur son territoire. Mais l'Allemagne est deuxième détenteur de réserves d'or sur la Terre. On passe à l'Italie. L'Italie, 2452 tonnes d'or en 2022 de réserves. L'Italie a-t-elle de l'or sur son sol continental? L'Italie, comme nous tous on connaît là? Non. Mais l'Italie est même placée avant la France. La France a 2437 tonnes d'or en 2022. La France a-t-elle de l'or dans son sol? On pourrait citer la Guyane. Mais la Guyane a été conquise comment? Est-ce que la Guyane n'est pas en réalité un territoire colonial? Mais même tout l'or de Guyane là, est-ce que c'est ça qui fait ça? Ici en France, on a combien de mines d'or? Je n'en connais pas. D'accord? La Russie, oui, la Russie est productrice d'or. Elle a des mines d'or sur son sol. J'ai vérifié. Beaucoup de mines d'or. La Chine, elle a très peu de mines d'or. La Suisse, il n'y en a pas une seule que je connaisse. Mais la Suisse, tous les pays africains, il n'y en a aucun. La Suisse a plus de réserves d'or que toute l'Afrique. Pratiquement. Bon, alors. Donc, quand vous regardez la liste des réserves d'or, vous vous rendez compte que les réserves d'or sont entre les mains de ceux dont la terre n'a pas d'or. D'où vous vous posez la question de savoir, mais d'où vient l'or? S'il ne vient pas de leur terre. Mais, en fait, les réserves d'or que vous avez vues là sont essentiellement constituées de l'or qui a été ramassé dans les pays du sud global, par ces puissances. C'est l'or qui a été ramassé pendant la période de la traite négrière, qui est là. C'est l'or qui a été ramassé et amassé pendant la période coloniale, qui est là. C'est l'or qui a été amassé pendant la période néocoloniale, qui est là. C'est l'or qui continue d'être amassé avec la complicité des dictateurs africains lâches. C'est cet or-là qui est là-bas. Les 20 pays que je viens de citer, pour la plupart, doivent leur or à des rapports économiques inégaux
avec les pays du Sud global. Vous vous rendez compte? Qui est riche? Celui qui possède des réserves d'or qu'il a prises en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ou l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, qui possèdent les réserves naturelles dans leur sous-sol. Qui est riche? Et par conséquent, si c'est l'Afrique qui est riche, parce que tout ça vient largement de chez elle, comme nous l'a dit M. Chirac. M. Chirac, je vais vous déranger. Une fois n'est pas coutume. D'où vient l'argent que nous avons ici? Parce que cet argent-là, en fait, il parlait de l'or, puisqu'il va parler de siècle. M. Chirac. Hein? M. Chirac, laissez-moi vous troubler un peu. Je sais qu'il se fait tard, mais sortez brièvement de votre tombe. Chirac. L'argent, d'où vient-il? Parce que, en fait, quand on entend la voix de M. Chirac, je crois que là, il n'y a pas de débat. Quand c'est moi qui le dis, oh là là, il faut qu'il ferme sa gueule. Ouais, dites ça à Chirac. Allez-y. Je dis seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Bon, je m'arrête là. Il a dit depuis des siècles, n'est-ce pas? Et quand Chirac parlait là, c'était au XXIe siècle. D'accord? Il a dit depuis des siècles. C'est que Jacques Chirac avait parfaitement conscience que les réserves d'or qui y a en France sont largement composées de l'or qui a été pillé en Afrique. C'est ce qu'il dit. L'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. D'où il continue, M. Chirac, son raisonnement. Allez-y. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien. Merci, M. Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Donc, maintenant, on peut accélérer les choses dans ce premier sujet. On peut aller à la conclusion. Pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger sont-ils attaqués plus que les autres pays africains? Mais parce que ce sont les 3 pays qui ont décidé d'accélérer les réappropriations, les nationalisations. C'est clair pour tout le monde ou pas? Vous voulez une autre démonstration? La corrélation mystérieuse vient d'être clarifiée. Pourquoi les terroristes armés par l'OTAN concentrent-ils leurs coups sur le Mali, sur le Burkina Faso et le Niger? Parce que ces 3 pays ont décidé d'élever leur volume de nationalisation, c'est-à-dire de réappropriation des richesses de l'Afrique. Nyambou maman, c'est tout. C'est aussi simple que ça, la corrélation mystérieuse est éclairée. Là où vous voyez les coups des terroristes se concentrer, sachez qu'il y a des velléités de nationalisation. On envoie les terroristes frapper les pays dont les dirigeants sont tentés de nationaliser, c'est-à-dire de rendre aux peuples africains leurs richesses. Ces pays sont attaqués en priorité, alors que les pays dont les dirigeants ont livré le pays sont simplement attaqués par des petites piqûres. Les petites piqûres de rappel, comme celles des attentats qui ont frappé brièvement la Côte d'Ivoire, qui frappent brièvement de temps en temps le Togo, brièvement de temps en temps le Bénin. Petite piqûre de rappel pour dire on est là, attention, la terreur est garantie. Si vous voulez rendre les richesses aux Africains, on vous pique. Mais comme le Mali, le Burkina et le Niger ne se sont pas cachés derrière leurs petits doigts pour dire nous allons augmenter la part du peuple malien, la part du peuple nigérien, la part du peuple burkinabé dans les secteurs stratégiques de son économie. Nous allons nationaliser. Et nous allons autant que possible produire sur place les produits finis issus de nos matières premières stratégiques. Nous allons raffiner l'or. Nous allons raffiner le lithium. Nous allons commencer à transformer nous-mêmes l'uranium et l'utiliser dans nos propres centrales nucléaires. C'est parce qu'ils l'ont dit et c'est parce qu'ils sont en train de le faire qu'ils sont prioritaires dans la liste des puissances terroristes otaniennes qui ont pour ambition de faire essentiellement de l'Afrique une réserve de matières naturelles stratégiques, de matières premières stratégiques pour leurs multinationales. Donc, le premier sujet s'appelait la corrélation mystérieuse. Elle n'est pas si mystérieuse que cela. Elle est logique, elle est historique, elle est évidente, elle est documentée, cette corrélation. Le lien entre l'augmentation des politiques de nationalisation et l'augmentation des agressions. Comptez le nombre de tentatives terroristes que le Mali subit par jour. Et comparez ce nombre de tentatives au nombre de décisions souveraines que le Mali prend tous les jours pour récupérer ses richesses et les donner à son peuple. Vous allez voir que plus le Mali prend des décisions souveraines, plus les tentatives redoublent de violence. Le Burkina Faso, plus le président du Faso et ses compagnons
rendre le Burkina Faso au Burkinabé, plus l'ennemi s'organise pour leur porter des coups durs, des coups violents. L'ennemi en est venu à aller tuer des gens qui sont en pleine plantation, en train de travailler au champ. C'est le signe du désespoir de l'ennemi. C'est qu'il tue maintenant contre sa propre réputation. Il tue en sachant très bien que jamais le peuple de ce pays ne le considérera comme une autorité bienveillante. Regardez comment le Niger est dans leur plan. Vous avez vu comment c'est à partir du Niger qu'ils voulaient préparer toute la déstabilisation du Sahel. Le fameux commando Kinda, avec ses 150 tchados centrafricains qui devaient le rejoindre. Ils devaient semer d'abord le grabuge à Niamey, et après, à partir de Niamey, croyait-il, ils pouvaient s'élancer vers Ouagadougou. Donc, tout ce qui arrive au pays de l'Alliance des États du Sahel est en relation avec leur politique concrète de nationalisation. Plus ils nationalisent, plus on les attaque. Par conséquent, nous devons redoubler de soutien pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'elle mène une politique de fidélité à notre peuple, le peuple africain. Et elle subit les assauts les plus barbares des suppôts de l'OTAN à cause de cette politique courageuse. Mais il n'y a pas d'autre chemin pour les Africains. Les Africains doivent reprendre ce qui leur a été volé. Les nationalisations doivent se poursuivre. La formation à la haute technologie de pointe des cadres africains, cette formation doit s'accélérer afin de faciliter la transformation des produits sur place et la création de milliers d'emplois. Ce qui va permettre, sans doute, amplement de dégonfler les réseaux de recrutement des groupes terroristes.